Bonsoir tout le monde. Un écrivain syrien, Saadallah Wannous, a dit en 1996, je pense, que nous sommes mus par l'espoir et que ce qui se passe aujourd'hui ne peut être la fin de l'histoire. Nous vous remercions d'être déplacés ce soir pour assister à cette rencontre avec Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien qui nous a honorés par sa présence. Nous te remercions, Salah, d'avoir descendu la scène pour nous rencontrer et partager avec nous ce moment précieux. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, bien sûr, est un collectif d'organisations souhaitant sensibiliser et mobiliser autour de la cause de la situation en Palestine. Nous sommes la version havraise de ce collectif national qui regroupe parmi ses membres les principaux syndicats nationaux, des partis politiques, d'anciens membres de l'association France-Palestine et des membres de la société civile, militantes ou pas, syndiqués ou pas. Le collectif havrais a entamé ses actions à partir d'octobre 2023 face à la réaction disproportionnée de l'armée israélienne contre la population de Gaza. Ce qui nous réunit au sein de ce collectif havrais pour une paix juste et durable entre palestiniennes et israéliennes, ce sont des points cruciaux. Le premier point, c'est l'application de la 4e convention de Genève dans ce conflit pour tous les civils, une convention relative à la protection des civils en temps de guerre. Le deuxième point, c'est la libération de tous les prisonniers et les otages israéliens et palestiniens. Un cessez-le-feu immédiat et permanent et le retrait de l'armée israélienne des territoires palestiniens occupés et donc l'application de la résolution 242 votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU en novembre 1967 qui enjoint Israël de se retirer des territoires palestiniens dont Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Nous tous, on est d'accord que nous souhaitons un embargo sur les livraisons d'armes et des sanctions économiques et diplomatiques, notamment par la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël jusqu'à l'application du droit international et les résolutions de l'ONU afin de rendre justice au peuple palestinien. Parmi nos actions politiques et culturelles organisées en plus des rassemblements et des manifestations, nous organisons des projections de films, des flash mobs de danse d'Abké palestinien, des projections de films, de documentaires aussi, et des actions de boycott, Carrefour, BNP et famille, et cessez-le-feu, et surtout des interventions et conférences comme celle d'aujourd'hui. Toutes et tous sont les bienvenus, bien sûr. Vous pouvez rejoindre le collectif havrais. Nous vous invitons aussi à participer à nos réunions les lundis à 18h. N'hésitez pas à laisser votre contact avant de partir avec Thomas. Vous demanderez c'est qui Thomas au départ, à la sortie. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, on a besoin de vous. C'est encore plus important qu'hier que nous soyons nombreux et nombreuses à nous mobiliser. L'État d'Israël, le gouvernement de Netanyahou, gouvernement d'extrême droite, en plus de génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie, multiplie ses agressions et lance ses frappes par missiles sur la Syrie et l'Iran. Bien sûr, c'est des actions-réactions. Depuis fin septembre, l'armée israélienne a intensifié et étendu ses bombardements et son invasion au Liban, faisant à ce jour 2800 morts et 12 800 blessés. La mobilisation internationale reste timide.
et les efforts d'une partie du peuple israélien trop minoritaire pour mettre fin à ce génocide qui se déroule sous nos yeux depuis 12 mois aujourd'hui, plus que 12 mois aujourd'hui, reste insuffisant. Nous avons besoin de vous, toutes et tous, les Gazaouis, mais aussi toutes les Palestiniennes et Libanaises comptent sur nous, citoyens et citoyennes du monde entier, car nos gouvernements ne réagissent pas face à ce génocide condamné par la Cour internationale de justice. Occupons l'espace public, gardons nos voix hautes, résistons. Nous sommes sur le bon chemin pour que le droit international s'applique et que justice soit rendue à ces deux peuples. La colonisation et le régime d'apartheid durent depuis plus de 75 ans, même bien avant. Il est temps que cela s'arrête. Les Palestiniens et Palestiniennes continuent à survivre sous les bombes, dans la famine, accumulant les maladies à cause du manque de soins, d'hygiène et d'équipement. La torture dans les prisons sous toutes ses formes physiques et psychologiques. Le sort d'un ou d'une Palestinienne qui revendique ses droits et défend son peuple, défiant ainsi le projet colonial, a été souvent la mort, la prison ou l'expulsion. Salah Hamouri, certains d'entre vous le connaissent peut-être par son engagement pour la défense des droits des Palestiniennes et la répression qu'il a subie dans les prisons israéliennes. Il relate dans son ouvrage « Prisonnier de Jérusalem » ce parcours de militance, de résistance et de lutte. Expulsé aujourd'hui de Jérusalem, c'est la ville dans laquelle il a grandi, il est né, il a grandi et vers laquelle il souhaiterait retourner. Salah a été forcément meurtri par ses condamnations et années d'enfermement, mais cette répression n'a pas atteint son objectif. Le faire taire et museler sa voix. Au contraire, il est devenu un exemple du citoyen qui ne taira pas et qui continuera toujours à dénoncer le sort réservé par Israël aux milliers de Palestiniens et Palestiniennes. Salah, tu as dit un jour que si nous perdons notre liberté, nous ne perdrons jamais notre volonté. Si tu es ici avec nous ce soir, c'est pour partager avec nous ton opinion concernant les enjeux géopolitiques de la guerre que mène Israël. C'est avec plaisir et émotion que je te laisse la parole. Merci à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. Déjà, dès le début, moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas politicien. Je partage mon expérience et je partage un peu ce que je sais de ce qu'on a vécu, ce qu'on continue de vivre aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans un contexte politique assez spécial pour les Palestiniens, pour la région et pour le monde entier, parce que la question palestinienne touche chacun et chacune parmi nous depuis toujours. Pour commencer, je vais mettre un petit peu le contexte historique et arriver jusqu'à là où on est aujourd'hui. Pourquoi le contexte historique? Parce que malheureusement, ici en France et ailleurs, ils essayent de nous faire comprendre que tout a commencé le 7 octobre. Et qu'avant le 7 octobre, tout allait bien pour les Palestiniens et la région allait bien. Alors que non. Nous, Palestiniens, Palestiniennes, on est occupés depuis 76 ans aujourd'hui. Et l'histoire coloniale de la Palestine, elle a évidemment commencé avant, avec le plan de partage, et même avant, quand le mandat britannique s'est installé en Palestine, et qui a facilité, bien sûr, la colonisation juive en Palestine, qui a aidé à monter, pas que la Grande-Bretagne, toute l'Europe gagnant de la première et la deuxième guerre mondiale
faisaient le projet d'aide de l'installation de cette base armée qu'ils avaient besoin pour contrôler la région, contrôler la richesse de la région. Historiquement, même avant, dans d'autres siècles aussi, la Palestine, elle était le cible des colonisateurs, vu son endroit et son placement stratégique entre l'Afrique, l'Asie, le passage de mer qui est autour. Et en plus, là, on rajoute la richesse de la région. Bon, je ne vais pas aller très loin. L'occupation de 1948, malheureusement, à cause de la conséquence de cette occupation, plus de 500 villages totalement détruits et de cette partie de la Palestine. Le début de la question des réfugiés palestiniens, 800 000 Palestiniens envoyés en Syrie, en Jordanie, au Liban et même à l'intérieur de la Palestine qui devient la partie 1967. Deuxième partie, c'est l'occupation de 1967 où les Israéliens ils ont occupé le reste. Le reste, c'était Jérusalem, Cisjordanie, et aussi ils ont élargi vers quelques villages libanais, le Golan occupé jusqu'à aujourd'hui, le Golan syrien occupé que Trump leur a offert il y a quelques années en disant que ça fait partie de l'État d'Israël, et le désert du Sinaï qui était libéré après la guerre de 1973. 1967, une date très importante parce que c'est avec cette occupation-là que les Palestiniens, ils sont devenus de plus en plus convaincus aussi de la complicité des régimes réactionnaires arabes de l'époque, qu'ils n'ont rien fait pour les Palestiniens avant 48 et après 48 et même avant 67 et après 67, les Palestiniens qui ont pris la décision que voilà, nous, on a le droit comme d'autres peuples sous occupation de créer nos mouvements de libération nationale. C'est de là où l'OLP a commencé à monter, c'est là où les Palestiniens ils ont utilisé tout moyen de résistance, y compris la lutte armée, pour lutter contre l'occupant. Je dis ça pour après revenir sur une conclusion. Aussi, à une date, je pense qu'elle est très importante. Bon, il y avait cette résistance qui l'ont obligé à sortir de Jordanie, après du Liban, aller en Tunisie, s'installer. Bon, il y avait une date très importante. En plus, maintenant, ça devient un mot un peu problématique en France, mais nous, les Palestiniens, c'est notre mot. C'est l'intifada de 1987, où il y avait cette intifada, ce soulèvement des Palestiniens, soulèvement populaire, la première fois à l'intérieur de la Palestine, qui a duré 6 ans. Mais malheureusement, il y avait des changements aussi géopolitiques dans le monde après la fin de l'Union soviétique, et les Américains, ils sont devenus les seuls blocs qui contrôlent la région. C'est là où il y avait le processus de paix, malheureusement, qui s'appelle les accords d'Oslo, où une partie des Palestiniens ils ont accepté d'aller négocier avec les Israéliens sous la pression bien sûr occidentale américaine. Moi bon, j'étais jeune à l'époque, mais après maintenant 30 ans après on a le droit de juger que voilà, ces accords d'Oslo c'était des accords catastrophiques pour les Palestiniens. C'était pas un processus de paix, c'était plutôt un piège politique dans lequel les Palestiniens sont tombés. Et pourquoi je parle de la dangerosité des accords d'Oslo? L'accord d'Oslo, c'est pas que les Palestiniens, ils ont reconnu l'État d'Israël en tant qu'État d'Israël, et après que les Palestiniens, ils ont reconnu, ou certains Palestiniens, je ne veux pas dire tout le monde, mais les dirigeants de l'époque, ils ont reconnu Israël. Après cette reconnaissance, 132 pays, ils ont reconnu l'État d'Israël. Parmi eux, la Chine, que jusqu'à 1994, on ne connaissait pas l'État d'Israël en tant qu'État normal. Les Israéliens, avec bien sûr les Américains, les forces occidentales derrière, dès 1948, ils ont
imposé ou ils ont joué le jeu de la question de la fragmentation du peuple palestinien. Parce que sans fragmentation, il n'y avait pas possibilité de contrôler les Palestiniens et contrôler surtout l'identité nationale, culturelle du peuple palestinien. Oslo, qui a ramené l'autorité palestinienne, il a aidé à la question de la fragmentation. Si on parlait avant de deux parties occupées, 48-67, bien sûr, je veux juste revenir un petit peu. Les Palestiniens de 1948, les gens qui sont restés, les Palestiniens qui sont restés, les Israéliens leur ont imposé la nationalité israélienne. Ils sont devenus dans la loi israélienne, même s'ils sont considérés comme citoyens de deuxième ou troisième degré, mais ils sont considérés comme israéliens. Les Palestiniens de Jérusalem et les Palestiniens du Golan, ils ont un statut assez spécial, ils sont considérés comme résidents. Ils sont considérés comme résidents, ils n'ont pas de nationalité. Ils ont une carte de résidence permanente qui leur permet de vivre dans les villes là où ils sont, Jérusalem et le Golan, mais ils ne sont pas de nationalité. Et après l'arrivée de l'autorité palestinienne, elle avait le droit de donner la nationalité palestinienne aux Palestiniens que de la Cisjordanie sans Gaza et celle de la Cisjordanie. Alors Oslo, ce qu'il a fait, à la place d'avoir un peuple uni, Oslo, il a fragmenté le peuple palestinien en 5 peuples. Un morceau enfermé en Cisjordanie, un morceau enfermé à Gaza, un morceau enfermé à Jérusalem. Les Palestiniens de 1948, ils sont considérés comme Israéliens de toute façon, ils n'étaient pas dans le calcul, et les Palestiniens et les réfugiés palestiniens qui sont à l'extérieur. Le plan américain, israélien, occidental de ces accords-là, c'était comment finir avec le peuple palestinien à long terme. Ce n'était pas vraiment un processus de paix, parce qu'aucun droit des Palestiniens était reconnu dans ces accords-là. Je ne veux pas tous les citer, mais il y avait 4-5 questions clés pour les Palestiniens. S'ils ne sont pas réglés, il y a rien, on ne va pas passer, ça ne s'appelle pas un processus de paix. La question des réfugiés, l'autodétermination, les frontières, les prisonniers, l'eau et plusieurs questions. Il n'y en a aucune question qui a été réglée. Cette fragmentation qui était planifiée par les Américains avec les Israéliens et les forces occidentales, elle est arrivée jusqu'à les années 2000, septembre 2000, où il y avait le déclenchement de la deuxième intifada après que le premier ministre israélien il allait provoquer à l'esplanade de la mosquée de Al-Aqsa, et ça a déclenché toute la deuxième intifada. Malheureusement, la deuxième intifada, nous les Palestiniens, à cause de ce processus de paix qui a duré 7 ans, où on est sorti de la vie de clandestine, on est sorti de la vie organisationnelle des partis politiques, on est rentré, on n'était pas tout à fait prêt. C'était un soulèvement mix entre une lutte armée et un soulèvement populaire qui a terminé en 2005, après l'assassinat d'Arafat en 2004, l'arrivée d'Abou Mazen qui est président depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Aussi un truc très important, juste pour le dire, 2005, après les élections présidentielles, les Américains, les Occidentales, ils ont dit que voilà, c'est pas suffisant de faire les élections présidentielles, il faut des élections législatives. 2006, des élections législatives sous observation européenne, américaine, tout est bien passé, il n'y avait pas les élections s'est bien passées. La nuit tombe, les résultats sortent, et ben le Hamas il a la majorité du pouvoir. Et là, tout le monde était choqué comment le Hamas il peut avoir un pouvoir ou pourquoi avoir une majorité en 2006. À la place de respecter le choix des gens, comme le choix n'allait pas avec les choix des Américains et les forces occidentales, un blocus économique total imposé sur l'autorité palestinienne. Le plan classique de toute mentalité coloniale, c'est d'affamer les gens pour qu'ils se soulèvent contre les choix qu'ils ont faits. Qui a conduit à la division politique entre les deux grands partis 2007. Bon, je ne veux pas les détailler là.
Et aussi, on a le 2011. 2011, je pense que c'est une date pour les Palestiniens et la cause palestinienne, une date assez importante. C'est le printemps arabe. Le printemps arabe, le soulèvement qui devait être un soulèvement révolutionnaire contre les régimes réactionnaires pour obtenir un changement qui conduit à un changement démocratique et un changement de régime. Malheureusement, avec la volonté des régimes réactionnaires et la communauté internationale, entre guillemets, on a vu ce qui s'est passé entre 2011 et 2016. À la fin de ce printemps arabe, les Américains et les forces occidentales, ils ont pu mettre la main sur ce mouvement populaire qui a conduit à la naissance de ce nouveau régime actuel. Et les endroits où ils n'ont pas pu contrôler 100%, comme l'Égypte, comme le Bahreïn, comme l'Arabie Saoudite, comme ailleurs, il y avait 4-5 pays où ce n'était pas contrôlable, il fallait les détruire. Le Libye, un exemple, la Syrie, un exemple, l'Irak, un exemple, le Yémen, un exemple. Il fallait détruire ces pays parce que c'était des pays que les Américains ne pouvaient pas contrôler 100% comme le reste des pays. On arrive à la fin du printemps arabe avec l'installation de nouveaux régimes. Directement, les Américains, avec les Israéliens, imposent ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'était les accords de normalisation entre les pays arabes et Israël, ou comment rendre Israël un État normal dans la région sans rendre aucun droit aux Palestiniens. Ça, c'était le nouveau plan américain dans la région. Israël fournit la sécurité pour les nouveaux régimes arabes. En revanche, économiquement, Israël devient la première puissance mondiale, première puissance dans la région économiquement, et elle a la main haute au niveau de la sécurité et au niveau de l'économie. Ce plan marchait bien, mais ce plan conduisait à la liquidation totale de la cause palestinienne. Le plan après 2017-2018 de la normalisation, son seul but aussi, c'est la liquidation totale d'une cause. Parce que les Américains, ils savent bien, une fois que la Palestine ou la cause palestinienne n'est pas stable, toute la région n'est pas stable, le monde n'est pas stable. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et là, après cet essai de liquidation qui n'a pas marché, le début du 7 octobre et de ce qu'on vit depuis 13 mois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, après 13 mois de ce génocide en cours, un génocide, le premier génocide filmé par les propres mains des gens qui se font massacrer, il vient dans le contexte aussi de la disparition du peuple palestinien. Pour moi, il n'y a pas moins, il n'y a pas plus. C'était fait en 1948. Si je veux comparer ce qui est en train de faire aujourd'hui, je peux juste le comparer à la première occupation de 1948, la Nakba. Et là c'est pire. Parce que les Américains et les Israéliens, ils l'ont déclaré dès le début. Et les Israéliens surtout, avec le feu vert donné par la communauté internationale jusqu'à aujourd'hui. Que voilà, les Israéliens, ils ont décidé comment faire sortir la majorité des Palestiniens de la bande de Gaza. Essayer d'envoyer la majorité en Égypte et dans d'autres pays. Le ministre des Affaires étrangères américain, si vous vous souvenez, novembre, décembre, janvier dernier, ils avaient proposé plusieurs propositions à des pays arabes, et ça c'est pas caché, de recevoir des Palestiniens en Égypte, aux Émirats unis, Bahreïn, en Irak, et ça veut dire disperser les Palestiniens de la bande de Gaza partout. Un truc qui a joué bien pour les Palestiniens, que les Égyptiens, jusqu'à aujourd'hui, nous considèrent comme un danger sur le régime, et la présence des Palestiniens, ou de centaines de milliers des Palestiniens, c'est un danger, ils ont refusé. Malgré c'était déclaré, par exemple, les Américains, ils ont dit que voilà, la Banque mondiale, elle est prête à supprimer les 50 milliards de dettes que l'Égypte leur doit s'ils vont rendre des services dans cette affaire-là. Bon. Ça veut dire que voilà, ce qu'on voit aujourd'hui après, et les essais qui sont là aujourd'hui dans le nord de Gaza, ça part dans le même contexte. La Cisjordanie, on en parle rarement.
Depuis octobre, il y a au moins entre 800 et 900 Palestiniens tués dans la Cisjordanie. On les rajoute sur les 43 000 officiellement tués dans la bande de Gaza et des dizaines de milliers qui sont sous les décombres, qu'ils n'arrivent pas à les sortir. La Cisjordanie aussi, et la population de la Cisjordanie aussi, elle est le cible d'une question de transfert des Palestiniens. Et aussi, c'est pas caché. Le ministre de la Finance israélien, Smotrich, qui l'a déclaré, qu'il a dit que voilà, les Palestiniens de la Cisjordanie ils doivent trouver leur place ailleurs. Itamar Ben-Gvir, le ministre des Affaires stratégiques, l'a déclaré aussi, avec ce qu'on appelle, nous, avec la création de la deuxième armée israélienne, c'est l'armée des colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, ça fait des mois là qu'il y a des tracts, par exemple, envoyés aux Palestiniens que voilà, il vous reste jusqu'à tel mois, par exemple, les habitants de la ville de Naplouse, vous allez être envoyés dans le sud de la Jordanie, les gens du Carême dans celle, je sais pas où, en Jordanie. Bah, ça veut dire qu'il y a un plan. Il y a un plan que les Israéliens, ils ont travaillé dessus. On voit tout ce qui est en train de se passer dans le nord de la Cisjordanie depuis des mois et des mois, et des milliers des gens qui n'ont plus des endroits pour habiter, des camps de réfugiés entiers rasés à Tulkarem, à Jenin, à Naplouse et ailleurs. La question de l'annulation du statut de l'UNRWA aussi, ça vient dans le même contexte, parce que nous, les Palestiniens, la moitié du peuple palestinien, ils sont des réfugiés partout dans le monde. Et l'UNRWA, elle n'est pas que, c'est pas une question qu'elle est une association internationale qui fournit de l'aide humanitaire ou financière. Non, l'UNRWA, c'est le seul association internationale qui a permis aux Palestiniens de porter le statut de réfugiés génération après génération. Ça veut dire aussi que l'annulation du statut de l'UNRWA aussi vise la question du droit du retour et la reconnaissance de réfugiés palestiniens. Les Palestiniens de Jérusalem, la même chose. Depuis octobre, on voit l'accélération de la question de la colonisation. 5 nouveaux projets qui sont déclarés. Je veux citer un ou deux. Par exemple, la question du téléphérique qui va attacher l'est et l'ouest de la ville en confisquant tous les restes des terres qui sont autour de la vieille ville. Là, il y a 3 semaines, ils ont commencé la destruction d'une ville qui s'appelle, d'un quartier qui s'appelle Al-Boustan, qui est collé à la vieille ville de Jérusalem, sous prétexte que voilà, sous cette ville collée à la vieille ville, il y a 3000 ans, il y avait le jardin de David, où David sortait de la vieille ville pour aller prendre son café à la place de cette ville, et là ils veulent redétruire. Ça veut dire ils sont en train de vider partout. Et aussi pour les Palestiniens de 48, les Palestiniens malgré qu'ils sont considérés comme citoyens d'Israël, entre guillemets, eux aussi il y avait plusieurs appels comment faire sortir, parce qu'ils sont 2 millions aujourd'hui, ils sont 20% de la population israélienne. Il y avait plusieurs appels des ministres et des hauts niveaux israéliens et des centres de recherche stratèges qui disent voilà, les Palestiniens dans l'État d'Israël, ils sont considérés comme danger. Et ça, c'est pas caché parce qu'en 2018, si vous vous souvenez bien, il y avait ce qu'on appelle l'État-nation. La loi de l'État-nation de 2018, qui considère que voilà, Israël, c'est l'État pour le peuple juif et pour tous les restes qui ne sont pas juifs dans ces États, il faut voir comment s'en débarrasser. Cette guerre, ce génocide qui s'est développé depuis 2 mois là sur le Liban, il vient aussi dans ce contexte-là. Pourquoi ? Les Américains, chaque 5-6 ans, ou plus un peu, ils ont besoin de redéfinir la région et recontrôler la région de nouveau. Bien sûr, pour voir comment avoir cette base armée qui s'appelle Israël en hauteur. On a vu que c'était nécessaire la question de la normalisation. On se demande la question, qu'est-ce qu'il y avait derrière ? En 2030, entre 2030 et 2035, il y avait le plan qui doit être
économique qui devait être terminé, c'est le nouveau canal, ce qu'on appelle le canal Ben Gurion. Le canal Ben Gurion, il devait passer entre Israël et l'Arabie Saoudite. Il doit remplacer le canal de Suez, malgré que les Égyptiens, ils font le boulot. Mais comme les Américains, ils ont décidé de changer la géopolitique de la région, parce que historiquement, pour la région, c'était l'Arabie Saoudite, la Jordanie, qu'ils avaient un petit peu la décision pour tout ce qui est la Ligue arabe et compagnie. Et les Américains, maintenant, ils sont en train de se basculer ce rapport de force vers l'Arabie Saoudite, les Émirats unis, le Bahreïn et compagnie. Et il fallait, pour contrôler ce plan, passer par ce canal. Ce canal de Ben Gurion, son but, c'était de contrôler toutes les routes maritimes dans la région, de la mer Rouge et avant jusqu'à l'Inde, toute la richesse de la région. Et ils ont préparé Haïfa, le port de Haïfa. Ils l'ont développé, ça fait 10 ans qu'ils travaillent sur la question du développement du port de Haïfa, pour que toute la richesse de la région, tout ce qui est pétrole, gaz et compagnie, ils sortent des pays du Golfe, de l'Inde et compagnie, ils passent par la mer Rouge jusqu'à le canal Ben Gurion, qui passe un peu à côté de Gaza, mais surtout qui arrive jusqu'à Haïfa. Haïfa, elle devient, dans 10 ans, le premier exporteur de tout pour l'Europe et pour tout le monde, en fait. Haïfa, elle devient la ville israélienne, première exporteuse du gaz, du pétrole et à compagnie. Pour cela, il fallait aujourd'hui, dans ce contexte-là, voir comment développer ces génocides pour recontrôler la région. Il faut détruire le Liban. Le Liban, c'était un des pays qui n'était pas contrôlable aussi. Et aussi, il y a la question de 3 pistes de gaz qui ont apparu dans la région. Une piste de gaz qui était devant Gaza, une dans le sud de Liban, en face du sud du Liban, et celle en face du Haïfa. Celle de Haïfa, les Israéliens, ils ont commencé à sortir le gaz. Celle en face de Gaza, pour le moment, et là, Gérard Kouchner, le gendre de Trump, il a dit que voilà, pour sortir le gaz, il fallait se débarrasser des Palestiniens. En face du sud du Liban, bien sûr, il faut se débarrasser des Hezbollah et sa force qui est dans le sud, parce que les Français, ça fait des années qu'ils négocient pour Total, pour que ça soit Total qui sort le gaz pour 30 et pour 40 ans au Liban. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, de redéfinir la région et recontrôler la région, les Américains et les Israéliens, ils n'arrivent pas pour le moment. Ils n'arrivent pas grâce à plusieurs choses. Là, je vais terminer à la fin avec ça. Mais moi, je pense que voilà, le danger, il est là. Le danger, c'est voir comment les Israéliens et les Américains utilisent tout moyen pour faire partir les Palestiniens. On est dans cette dangerosité-là, et je ne vois pas autre chose. La question de la sécurité d'Israël, c'est un mensonge qui nous la vend depuis 76 ans, et on sait bien que ce n'est pas la vérité. La question se pose que voilà, devant cette scène-là, les Palestiniens, les Libanais et la région, qu'est-ce qu'ils ont? Je ne veux pas parler de solution parce que là, il n'y a pas le temps. De toute façon, je ne pense pas que quelqu'un dans ce contexte-là peut ramener une solution. Mais je pense que voilà, aujourd'hui, devant ce plan de disparition du peuple palestinien, libanais, quand Smotrich déclare que voilà, nos frontières ne sont pas assez, il faut élargir vers la Jordanie, il faut élargir vers le Liban, vers la Syrie, et la carte, elle était dessinée, et même elle était présentée. Et ça, c'est le rêve sioniste depuis 1800 et quelques. C'est pas nouveau. Mais le plan, il est en train de s'appliquer aujourd'hui. Je pense que les Palestiniens, aujourd'hui, on a besoin de reconstruire l'OLP, l'OLP qui est le représentant officiel du peuple palestinien, qui doit inclure dedans tous les partis politiques palestiniens, aller sur un plan de résistance, un plan à long terme politique qui s'appuie sur la résistance palestinienne,
Parce que les négociations, ils ont, sans force, sans un rapport de force, ils ont montré que ce n'est pas des négociations. Et si on continue aujourd'hui d'exister et de pouvoir résister, c'est, moi je pense, grâce à 3 éléments. Il y a la question de la résistance sur place, que les Israéliens, ça fait des années et des années qu'ils essayent d'assassiner, ils n'arrivent pas. Il y a la question de la résilience du peuple palestinien, du peuple libanais et le peuple de la région, mais surtout les peuples libanais et le peuple palestinien. Il y a cette résilience que les gens ils refusent de reproduire une deuxième Nakba. Ils ont refusé toute proposition de partir. Et la troisième question, c'est la solidarité internationale. Aujourd'hui, la solidarité internationale, aussi, il faut le dire clairement, elle a joué depuis 13 mois un rôle très très important. Grâce à ces 3 éléments, et surtout la solidarité internationale, la Palestine est revenue la première priorité politique mondiale. On est passé de la liquidation de la cause, on est retourné à la première priorité politique mondiale. Je pense que cette solidarité qu'il faut la intensifier, l'élargir au maximum. Peut-être qu'on n'a pas vu directement des conséquences directes politiquement, mais à long terme, on est en train de le voir. Aujourd'hui, par exemple, tous les succès qu'on a eus avec le mouvement des étudiants aux États-Unis, qui a fait un domino effect partout dans le monde. En France, là, le reblocage des facs de Paris, ça a recommencé il y a 2-3 jours. La reconnaissance de l'État palestinien, même si elle est symbolique, politiquement, il conduit plus ou moins à rien, mais symboliquement, la reconnaissance de l'Irlande, de l'Espagne et d'autres pays. Les sanctions qui sont en train d'augmenter, par exemple, aujourd'hui, l'Espagne, il y a un gros bateau avec plein d'armes que l'Espagne a refusé de recevoir. Ça veut dire on est en train de... Ce qui se passe en Amérique latine, il y a beaucoup des succès qu'on est en train d'avoir, même si on ne les voit pas. Mais quand on convertit tous ces succès-là, stratégiquement, on est en train d'avancer. Moi, je pense que notre rôle ici en France, citoyens françaises, on a un rôle énorme à jouer sur la question de l'embargo militaire et militaire et économique sur l'état de l'occupation. Et je pense qu'on peut le faire. C'est pas une chose qu'on peut pas le faire. On peut le faire. Isoler l'État d'Israël. Ça, pour nous, c'est un but stratégique ici en France. Travailler sur la question de l'isolation de l'État de l'occupation. Et moi, je dis pas moi, je suis clair. Je dis pas oui, c'est le régime de l'extrême droite de Netanyahou. Non. Je suis désolé, mais nous, en 1948, on s'est fait massacrer par la gauche qui venait des kibbutz, qui venait de l'Europe. Ça, c'est un projet qui est basé sur une idéologie sioniste, raciste, suprémaciste. Il n'y a pas d'autre chose. Les choses sont clairement dites. Alors que je pense que, voilà, nous, on a un rôle énorme. On a une histoire de résistance ici en France qu'on doit la respecter. Et comme on avait le droit de résister ici en France, comme les Vietnamiens ils avaient le droit de résister, l'Afrique du Sud, l'Algérie et d'autres pays, le peuple palestinien sous occupation, les Libanais aussi, ils ont le droit de résister. Il faut les soutenir, il faut être à leur côté, parce que pour moi, la Palestine, c'est la stabilité du monde. Tant que la Palestine n'est pas libre et la justice n'est pas rendue au peuple palestinien, il n'y a rien qui va être stable dans le monde. Alors, c'est dur, ça fait 13 mois qu'on se bat, ça fait 13 mois qu'on se mobilise, c'est pas facile, mais je pense que voilà, justice, liberté, ça vaut le coup de la fatigue, ça vaut le coup de continuer de porter ce combat, continuer de porter cette lutte, et avec vous, avec d'autres, avec des milliers de gens, qui se mobilisent, qui luttent pour cette cause juste. On va faire comprendre à l'occupant israélien et à ses alliés que la Palestine n'a jamais été une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Merci. Merci Salah.
On a donc 1 heure pour échanger avec Salah, si vous avez un certain nombre de questions à poser, avant quelques petites annonces qu'on fera en toute fin de cette partie débat. Est-ce qu'il y a une personne du collectif qui peut faire circuler le micro dans la salle? S'il n'y a personne, c'est pas un problème, je peux le faire. Donc le principe, on va prendre 2-3 questions et puis on redonnera la parole à Salah et on procédera comme ça, hein, de façon à ce que on puisse regrouper les interventions. Bonsoir Salah. Moi je voudrais savoir si avec l'élection de Trump, la réélection de Trump, les choses vont évoluer dans le bon sens pour la Palestine ou dans le mauvais sens? Oui, en ce moment, on nous parle beaucoup de l'Iran. Hein, ça sert on a l'impression que des fois c'est un prétexte. Et je voudrais savoir un peu la position des Palestiniens par rapport à l'Iran ou dans un contexte international. Hein, parce qu'on a l'impression que l'Iran est responsable de tout. Sur la question de l'arrivée de Trump, nous les Palestiniens, il y a une expression de la rue que les jeunes des quartiers utilisent quand on parle. On ne fait pas la différence entre 2 paires de chaussures. Pour nous, 13 mois d'expérience avec les démocrates, ça nous a montré ce système-là. Avec le pont d'armes, soutien, feu vert aux Israéliens. L'arrivée de Trump, peut-être qu'il va faire quelque chose. Mais il va faire, peut-être qu'il peut, ou il peut faire quelque chose. Mais il fera le truc où Israël restera une force occupante dans la région qui a la main supérieure économiquement et au niveau de sécurité. C'est dans ce contexte-là qu'il s'il veut régler les choses. Parce que Trump, on l'a vu il y a quelques années. Parce qu'il a ramené le deal du siècle. Le deal du siècle, on a vu, pour les Palestiniens, c'était quoi? Il n'y avait pas de droit des Palestiniens, il n'y avait pas une reconnaissance d'État pour les Palestiniens, et à l'inverse, il a ramené l'ambassade d'Israël à Jérusalem, il a donné le Golan syrien occupé aux Israéliens. Peut-être qu'il a le pouvoir d'arrêter la guerre. Les Américains, ils ont le pouvoir dès le 8 octobre d'arrêter la guerre, mais les Américains, jusqu'à là, ils veulent pas arrêter la guerre. La guerre, elle est faite aux mains des Israéliens, mais elle est faite pour les intérêts des Américains et des forces occidentales. C'est fait par les mains des Israéliens. Il n'y a pas que les Israéliens sur les terrains. Il y a des Français, il y a des Italiens, et il y a quelques Allemands sur place. Mais c'est un intérêt américain, la continuité de cette guerre. Moi, je ne pense pas qu'il peut arrêter la guerre, mais ça ne veut pas dire qu'il veut régler toute la question palestinienne. La question du rôle de l'Iran. Regarde, l'Iran, quand on veut parler de l'histoire de l'Iran, c'est un peu... Quand tu le vois avant 1979 et après 1979, quand il y avait le Shah, avant 1979, avant la révolution iranienne, l'Iran, c'était l'allié d'Israël, l'allié des États-Unis, où il y avait un ambassade israélien au milieu de Téhéran et tout allait bien. L'arrivée de la révolution iranienne qui a ramené des gens qui ne sont pas d'accord avec les Américains, avec les Israéliens dans la région. Regarde, pour être clair là-dessus, on parle politique là, on parle pas de la question sur la situation iranienne et de la situation là-bas. Après 1979, l'arrivée de ce pouvoir de la révolution iranienne, et après surtout l'échec de l'Union soviétique, l'Iran, elle a joué ce rôle de soutien aux Palestiniens. Et ça, personne ne le cache.
Ça, c'est pas caché, ni pour Arafat, quand il est allé visiter en 1980 les nouveaux arrivés au pouvoir iranien, ni après, pendant la deuxième intifada, quand Arafat il a demandé d'armes au Iran qu'ils étaient à leur service, ni avec le soutien au parti politique palestinien. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas caché, c'est déclaré. Alors d'aujourd'hui, de dire que voilà, toute la région est en danger à cause des Iraniens, moi je crois pas, parce que avant la révolution iranienne, aussi la région n'était pas stable, alors qu'il n'y avait pas les Iraniens. Et aujourd'hui, ils disent oui, le terrorisme palestinien, le terrorisme de je sais pas quoi. Mais nous, dans les années 60-70, quand il n'y avait pas des islamistes en tant que parti politique en Palestine, il y avait la gauche, il y avait le Fatah laïque, il y avait la gauche palestinienne. Aussi, on était considérés terroristes. À mon avis, le monde terroriste va accompagner chacune des Palestiniens qui va soulever et qui va lever la tête contre les Iraniens. Ça, c'est classique dans les systèmes coloniaux. Mais moi, je pense que l'Iran, aujourd'hui, elle joue un rôle dans la région et un rôle stratégique. La Chine, elle cache pas ses alliances avec les Iraniens. La réconciliation dirigée par la Chine en 2019 entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'était aussi, après l'échec de l'Arabie Saoudite et les Émirats unis en Syrie, et le plan de partage qui a échoué en partageant la Syrie en 3 pays, comme ils l'ont fait en Libye. Je pense que l'Iran, il va continuer de jouer ce rôle dans la région avec tous les intérêts qu'il a. Aujourd'hui, et aussi, c'est pas caché que les branches de l'Iran, que ce soit au Yémen, ou en Irak ou ailleurs, ça fait partie de la stratégie iranienne dans la région. Mais moi, je pense que voilà, le problème aujourd'hui, c'est pas question du pouvoir iranien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, la fin de l'occupation israélienne, elle réglera toute la région. Et c'est pas la question iranienne qui a commencé le problème dans la région en Palestine. Oui, donc une première question qui porte sur l'interdiction par Israël des activités de l'agence de l'UNRWA, de l'agence de l'ONU qui intervient dans la bande de Gaza en particulier, à court terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là en ce moment maintenant et qu'est-ce que ça a comme signification à long terme. Et une deuxième question qui est peut-être un petit peu plus un peu moins claire. Tu as parlé des rapports de force entre impérialisme qui se cristallisent dans la région et qui sont la cause de beaucoup de toute une partie de ce qui se passe en ce moment. La question palestinienne s'est toujours jouée dans ce contexte-là. Il se trouve qu'on est dans une période un peu particulière justement de ces rapports de force entre impérialismes. Tu expliques bien que les États-Unis ont le rapport de force militaire et économique dans la région pour l'instant. Il se trouve que pour la première fois depuis assez longtemps, ils sont quand même dans une situation où ils risquent de leur être contestés. Je note, c'est un peu formel, mais c'est pas réellement, ça n'a pas pesé dans le rapport de force. Mais par exemple, l'expédition d'une flotte maritime chinoise dans le Golfe, un truc qui n'avait jamais eu lieu depuis la nuit des temps, depuis sans doute plusieurs centaines d'années. Donc ma question par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui reste comme perspective entre ces impérialismes différents? On peut discuter de leur responsabilité. C'est sûr que l'impérialisme chinois n'a pas la même responsabilité dans ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. On n'a quasiment aucune que l'impérialisme occidental. Mais dans ce contexte-là, qu'est-ce qui reste comme gauche? Qu'est-ce qu'il y a comme perspective justement anti-impérialiste sur ce sujet, à la fois d'une manière générale et dans la région, parmi les peuples palestiniens, libanais, qu'est-ce qui reste de ce que les renoncements de la gauche ont fait perdre à une certaine époque? Merci. C'est très clair, mais... Bon, la première question par rapport aux prisonniers. C'est vrai que moi, d'habitude, mes conférences elles sont concentrées sur la question des prisonniers. Et là, on a écrit un livre sur la question des prisonniers.
Moi, j'ai passé en total 10 ans dans les prisons israéliennes. C'est une question pour moi qui est très, très importante, personnelle. Et un des éléments déclencheurs de 7 octobre, c'est la question des prisonniers. Ça, c'est pas nouveau. La question des prisonniers politiques palestiniens, c'est une question qui touche chaque et chacune des Palestiniens, directement ou indirectement. Dès le début de l'occupation 48, il y avait la question de ces prisonniers. Après, bon, les calculs, ils ont commencé après 48. Depuis 67 jusqu'à aujourd'hui, environ 900 000 Palestiniens sont arrêtés. Ça veut dire en gros 35 à 37% de la population palestinienne est passée par les prisons israéliennes. Il n'y a pas une ou un sur deux familles, il n'y a pas un ou deux membres de la famille qui est passé par la prison. Les prisons des prisons israéliennes font partie de systèmes de contrôle et de domination de la population palestinienne. Ça fait partie des moyens de la destruction systématique de la vie des Palestiniens. Bon, on peut faire une séance de 2 heures là-dessus, mais là, pour répondre, avant octobre, il y avait 5600 prisonniers politiques palestiniens, ou on peut les appeler aussi des otages, qu'ils étaient en prison. Le plus ancien aujourd'hui, il est en prison depuis 42 ans. 42 ans, et il y a des centaines qui ont passé 30, 35 et d'autres longues dates. Après octobre, les Israéliens ils ont lancé des vagues d'arrestations partout. Depuis la Cisjordanie, Jérusalem et les Palestiniens de 48, il y avait 11 000 arrestations. 11 000 arrestations de tout, femmes, hommes. Aujourd'hui, en total, bande de Gaza, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est pareil. En total, aujourd'hui, il y a 96 femmes détenues. La majorité de ces femmes-là, ils sont sous le régime de la détention administrative. Si vous voulez, je peux élargir un petit peu là-dessus. Il y a des enfants, il y a 300 enfants, des enfants à partir de l'âge de 12, 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. La majorité de ces prisonniers, il y a 3800 prisonniers en détention aussi administrative. Je suis obligé de l'expliquer parce que je ne sais pas si vous connaissez ou pas. La détention administrative, c'est une loi, c'est un système de détention qui a été pris par le mandat britannique et l'Israélien l'applique sur les Palestiniens depuis 1948. C'est une loi militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une durée entre 1 mois et 6 mois sur la base d'un dossier de sécurité secret. Ce dossier il reste secret entre le juge militaire et le procureur militaire. Ni l'avocat ni le prisonnier ont accès à ce dossier. Cette détention, elle peut être prolongée à plusieurs reprises. Ça peut arriver à 2, 3, 4, 5 ans de détention administrative sans savoir pourquoi la personne est en prison. Et dans ce cadre-là, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes il y a 3800 qui sont hommes qui sont dans ce cadre de détention. Il y a quelques enfants et quelques femmes dans le cadre de la détention administrative. Depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, officiellement 16 prisonniers palestiniens de la Cisjordanie et Jérusalem et 48, et les Palestiniens de 48, ce qu'ils sont considérés comme israéliens, 16 Palestiniens tués dans les prisons israéliennes, soit torture directe, soit ce qu'on appelle la négligence médicale, où les prisonniers ne reçoivent plus de soins. Et moi, je peux vous décrire que voilà, depuis 1948 jusqu'à le 8 octobre, c'est des conditions dures, mais depuis 13 mois, les prisonniers politiques palestiniens, ils vivent des conditions qu'on n'a jamais pu imaginer, surtout que le fameux ministre qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, c'est lui qui est chargé de la question des prisons. Et aussi, on a la question des prisonniers dans la bande de Gaza.
Depuis octobre, il y a des milliers et des milliers qui sont arrêtés depuis la bande de Gaza. On a vu les vagues des arrestations filmées, surtout dans le nord le nord de la bande de Gaza. Il y en a qui sont sortis après quelques mois, quelques temps de torture. Et on a vu leurs témoignages, on a vu leur état de santé physique et mentale. Officiellement, ce qui a été déclaré par un journal israélien, il y a entre 3000 et 5000 Palestiniens qui sont toujours dans les prisons israéliennes de la bande de Gaza. Ces gens sont considérés comme gens plus ou moins disparus. Les Israéliens, jusqu'à 1 mois ou 2 mois, ils ont refusé aucun contact pour ces gens. Ni la Croix-Rouge, ni les avocats, ni personne. Là, ces gens, ils sont détenus dans 2 prisons essentielles. La base armée fameuse qui s'appelle Sadi Temen, laquelle on a vu les témoignages et les reportages sortir sur la torture physique dedans, et la prison de Ofer à côté de Ramallah. Les prisonniers sont torturés. Officiellement, on a 23 prisonniers de la bande de Gaza tués à cause de la torture dans les interrogatoires. Il y a 280 qui sont considérés officiellement disparus parce qu'on n'a aucune information sur eux. Ça veut dire qu'ils sont morts. Probablement qu'ils sont morts, mais on n'a pas d'infos totales. Et le reste des prisonniers dans la bande de Gaza, les informations sur eux sont rares. Et les parents et les familles ne savent pas exactement leurs biens, leurs membres de la famille, où est-ce qu'il est détenu, il est vivant ou il n'est pas, vivant. Mais moi, cette question, je pense que voilà, les Israéliens, ils ont toujours utilisé la question de l'enfermement des Palestiniens comme un outil de domination sur la population palestinienne. Historiquement aussi, les conditions, ils étaient dures, mais le niveau de la cruauté et de la criminalité israélienne dans les prisons israéliennes dépasse l'imagination humanitaire. Si on sait qu'avant octobre, si on parle avant octobre, que voilà, avant octobre, et même après, avant octobre, les Israéliens, parce que tu voyais que je parlais des morts et dans les prisons et tout ça, les Israéliens, ils gardent les corps morts des Palestiniens dans les prisons israéliennes après leur mort jusqu'à la fin de leur détention. C'est-à-dire, une fois un prisonnier mort, on ne l'envoie pas à sa famille, on le garde dans ce qu'on appelle soit un frigo dans un endroit spécial, ou ça existe aussi ce qu'on appelle des cimetières animéraux, où on garde les prisonniers morts dans ces cimetières-là jusqu'à la fin de leur détention. Et il y a des gens qui sont là dans ces cimetières depuis 20, 30 ans, que les Israéliens refusent de libérer leur corps en disant que voilà, ces gens ils sont jugés à vie, ils n'ont pas le droit de sortir, ils n'ont pas le droit. C'est juste la continuité de la torture pour la famille et pour la société. Désolé, j'étais très long, mais c'est une question que ça me touche beaucoup. Alors en total aujourd'hui, on peut dire que voilà, depuis la Cisjordanie et le reste, il y a 11 000, et de la bande de Gaza, il y a encore 4-5 000. En total, on peut dire qu'il y a entre 14 et 16 000 otages et détenus politiques ou détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. La deuxième question, qui est assez large, et je pense qu'elle a besoin d'un spécialiste plus concerné dans ce... Je vais répondre, bien sûr. Écoute, quand on parle de la région de la Palestine ou de la région, on parle d'une région qui est très riche, une région où toutes forces impérialistes ils essayent d'avoir la main dessus. À la fin, il y a jusqu'à quelques années, tu avais un seul joueur dans la région, c'était les Américains. Avec les Israéliens, malheureusement l'Europe, avec son rôle qui s'est affaibli, et aussi c'est une décision de se retrouver derrière les Américains et la stratégie américaine dans le monde. Mais moi je pense, après
après l'échec américain en Irak 2006-2007, aussi les choses ils ont changé. On n'est plus vraiment dans le bloc où il n'y a que les États-Unis qui décident dans le monde. On n'est pas devant deux blocs, mais on n'est pas aussi devant une scène où il n'y a que les Américains qui gèrent le monde. Et à l'arrivée aussi de ces forces, que ce soit la Russie, la Chine et les Iraniens dans la région. Quand on parle de la gauche, écoute, la gauche qui s'est affaiblie les dernières 30 ou 40 ans, pas que dans la région, mais dans le monde entier, il reste l'arrivée de la gauche qui est forte un petit peu en Amérique latine de temps en temps, mais malheureusement dans le monde arabe aussi, il y avait le plan de l'assassinat de cette gauche laïque, que malheureusement qu'elle a abouti aussi à la faiblesse de cette gauche aujourd'hui, qu'elle n'a pas un rôle elle existe toujours, mais elle n'a pas ce rôle politique et efficace dans la région. Si on reste dans ce contexte-là où il n'y a pas vraiment un pays ou une grande force qui peut aider et qui va soutenir les forces de gauche dans la région, je pense que ça va rester dans ce cadre marginal pour la gauche arabe, malheureusement, dans la région. Bien, on reprend 2 interventions. Allô ? Vous m'entendez ? Ma question, c'est alors concernant la solution pour ce conflit, ou pour la cause palestinienne, et la solution pour que les Palestiniens puissent enfin avoir ces droits en tant qu'être humain, ou avoir un État qui puisse un peu les protéger. Quelle est la solution à ton avis, et quelle est la solution, et vers où on se dirige en fait, à l'avenir, à quel horizon? C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, vous voyez la solution à 2 États comme possible? Est-ce qu'en Palestine, il y en a qui la considèrent aussi? Parce que je ne sais pas, il y en a qui disent que l'OLP, par exemple, considère la solution à 2 États, comme vous avez dit tout à l'heure, vu qu'ils reconnaissent l'État d'Israël. J'ai entendu dire que la Hamas aussi, dans sa dernière charte en 2017, je crois, parlait aussi d'une solution à 2 États. Donc est-ce que la solution à 2 États, elle est envisageable, sachant qu'aujourd'hui il y a 700 000 colons, je crois, en Cisjordanie? Donc une Palestine dans les limites de 67, est-ce que c'est encore possible? Ou est-ce que l'autre solution, c'est peut-être l'assimilation, c'est-à-dire de faire un seul État où les Juifs et les Palestiniens et les Arabes, enfin Juifs, musulmans, chrétiens, puissent vivre ensemble, comme ce qui se passait avant le sionisme, en fait. Et du coup, ça reviendrait à être antisioniste. Est-ce que vous êtes antisioniste, par exemple, vous, votre position là-dessus? Je pense qu'on peut encore dire qu'on est antisioniste en France avant que la loi passe. Et donc voilà, c'est ça. Quelle est votre vision de l'avenir, en fait, pour les Palestiniens? Bonjour. Je voudrais juste poser la question, du coup, à la fin de votre présentation, vous avez dit cette phrase que la stabilité du monde repose sur la Palestine, quelque chose du genre. Est-ce que vous pourrez développer cette idée? Merci beaucoup. Oui, je voudrais savoir par rapport au mouvement à l'intérieur des Israéliens. Il y a quelques Israéliens, même s'ils sont minoritaires. On a vu des puissantes manifestations à Tel Aviv, par exemple. On n'en parle pas dans les médias en France, très peu. Et je voudrais savoir si de ce côté-là, il y a un espoir de s'appuyer sur ces mouvements d'Israéliens qui sont favorables aux droits des Palestiniens, s'il y a un espoir de ce côté-là de pouvoir faire modifier de l'intérieur d'Israël la politique de Netanyahou et compagnie, et des Américains. Trois questions épais, hein, c'est pas... Alors, la première, par rapport à la solution et la vision pour le futur. Écoute,
moi, avant de parler de la question de la solution, moi je ne peux pas dire que voilà la solution ou mon idée c'est la seule. Moi, il y a une question essentielle, c'est une question de droit. Avant de parler de solution, il y a une question de droit. Il y a une question de reconnaissance du droit, des droits historiques du peuple palestinien, et en tête le droit du retour. Sans reconnaître les droits historiques du peuple palestinien, il n'y a pas une solution à gérer. Il y a une question de droit, et après il y aura une question de solution. Ces droits-là, comment les appliquer? Si on parle de droit de retour, le droit d'autodétermination, si on parle du respect des droits historiques du peuple palestinien, et on sait ce qui s'est passé depuis 76 ans là, avec tout ce qui se passe et les développements dans la région. Moi, je pense que voilà. Quand tu me parles, si je suis contre le sionisme, je suis 100% contre le sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie suprémaciste. Son seul but, c'est de raser les Palestiniens et de débarrasser des Palestiniens. Alors, bien sûr, évidemment, je suis contre le sionisme, qui est une idéologie coloniale 100%. Quand on parle de solution, moi, je pense que les Palestiniens, voilà. Les Palestiniens, ils ont allé vers la solution de 2 États. Ils ont essayé. Quand je dis les Palestiniens, entre guillemets, une partie des Palestiniens, qu'ils ont essayé la solution de 2 États. Avec une bonne intention de dire que voilà, on va reconnaître Israël sur 78% de la Palestine historique. Ils ont accepté de garder que 22% de leurs droits historiques, qui a créé bien sûr des problèmes internes palestiniens qui sont là jusqu'à aujourd'hui. La communauté internationale, elle était très contente de la reconnaissance des Palestiniens de l'État d'Israël. Cette communauté qui n'a pas respecté la volonté des Palestiniens, elle a même pas mis la pression sur les Israéliens pour qu'ils respectent le droit qui est devenu le nouveau droit international, c'est la solution et la résolution qui a été mentionnée au début 242 de 1967. La communauté internationale a continué de garder, ils ont voulu depuis Oslo garder le statu quo, de dire que voilà la seule solution, c'est la solution de 2 États, 2 peuples qui vivent côte à côte et tout va bien, comme si les choses se règlent comme ça. Depuis Oslo, qu'est-ce qui a changé? Depuis que les Palestiniens, ils ont accepté la solution de 2 États. Qu'est-ce qui a changé? Monsieur qui a posé la question, il a parlé des colons en Cisjordanie. On était, à l'époque, il y avait en gros 100 000 colons. Aujourd'hui, on est à 800 000 colons en Cisjordanie. Le chiffre s'est multiplié par 7. Il n'y avait pas, par exemple, je donne des exemples, il y a des milliers d'exemples. Il y avait la question, il n'y avait pas du mur avant. Il y avait le mur de séparation, il n'existe pas. Le mur qui a bouffé la moitié du 22%. Maintenant, il y a la question du mur. Il y a la question que les Israéliens veulent remettre la main sur la Cisjordanie. Il y a tous les changements géopolitiques dans la région. Moi, je pense que voilà, déjà, pour les Palestiniens, il faut créer le rapport de force. Sans que les Palestiniens ont un rapport de force palestinien, régional et mondial, ni les Américains, ni les forces occidentales, ni les Israéliens n'auront intérêt de rendre les droits aux Palestiniens ou même penser pourquoi négocier avec quelqu'un qui ne résiste pas? Aujourd'hui, je viens, je prends ta maison, je suis bien installé chez toi, tu ne résistes même pas pour me faire sortir, et les voisins qui sont complices avec moi, ils sont contents que je suis venu te prendre ta maison. Si tu ne crées pas ton rapport de force et tu résistes et tu veux me faire sortir de chez toi, pourquoi je négocie une chambre là ou une chambre là? C'est un rapport de force palestinien, régional, mondial qui se crée, qui pousse les Américains et leurs alliés avec les Israéliens de commencer à réfléchir à une solution. Moi, je pense que la solution aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé depuis 76 ans,
c'est un État. Moi, je ne pense pas à la solution de deux États. Déjà, la solution de deux États, sur le terrain, sur les faits, dans le terrain géographique, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Les Israéliens, ils ont tout changé. Pas que la démographie, mais aussi la géographie. Est-ce que les Israéliens, aujourd'hui, dans la mentalité dans laquelle ils sont, aujourd'hui, est-ce qu'ils acceptent de se retirer de la Cisjordanie, rendre Jérusalem-Est, vider Jérusalem-Est et la Cisjordanie des colons, attacher Jérusalem, attacher la bande de Gaza avec la Cisjordanie? Est-ce qu'ils acceptent que les Palestiniens, ils ont un port à Gaza, un aéroport en Cisjordanie? Tous les aspects d'un État, les Israéliens et les Américains, ils vont jamais faire ça. Jamais. Moi, je pense la solution que voilà, un seul État. Déjà, avant de parler d'un seul État, pour être clair là-dessus, parce qu'ils essayent de faire comprendre depuis des années que voilà, les Palestiniens, leur seul but, c'est de mettre les Juifs à la mer, parce qu'ils sont Juifs. Il faut être clair là-dessus moi, je n'utilise pas le mot conflit parce que ce n'est pas un conflit. Pour moi, l'occupation, c'est une résistance d'un peuple occupé contre une force occupante. La question n'a rien à voir avec la religion. C'est l'arrivée de mouvements sionistes qui a intensifié la question religieuse dans la région. L'utilisation des termes religieux par le mouvement sioniste dans les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui a conduit à l'intensité de la question de la religion. De la religion. Et la religion, c'est que le masque colonial que les Israéliens se cachent derrière, parce qu'on le voit, les intérêts et le projet colonial dans la région. Et avant 1948, on voyait comment les Palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans ils vivaient ensemble. Moi, je pense que voilà, la solution, je ne la vois pas dans les années là qu'ils arrivent. Je ne la vois pas. Pour moi, je vois la solution, un État palestinien, je le dis clairement, un État palestinien démocratique où il y a une place pour tout le monde, à égalité, à justice. Ça, moi, je le vois comme ça, la solution. Et moi, je dis une solution où tout le monde peut vivre à justice et à égalité. Alors, s'il y a une idée sioniste qui refuse la question de l'égalité et des droits, c'est plus mon problème là-dessus. Je m'arrête là-dessus. La deuxième question, c'était par rapport, pourquoi j'ai dit que la Palestine, elle fait partie de la stabilité mondiale. Bon, je vais être aussi rapide là-dessus. Regarde, pour contrôler, regarde, je te donne des exemples pour faciliter. Quand il y avait la décision de la création de l'État d'Israël, il fallait préparer les terrains pour la création. Il ne fallait pas que préparer les terrains en Palestine elle-même, il fallait préparer la région. C'est pour ça que tu avais le plan avant, même 1918, le plan de partage de la région le plan de partage de Sykes-Picot entre les Français et les Américains qui a conduit au mandat français au Liban et en Syrie, et le mandat britannique en Irak, en Palestine et en Jordanie. Les forces occidentales, ils savent bien que voilà, la Palestine, sa place stratégique, géographiquement, il faut la contrôler pour contrôler toute la région. Pour contrôler la Palestine, il faut soumettre tous les régimes qui sont à côté. Par exemple, l'arrivée au pouvoir du président Nasser après le coup d'État qu'il a fait en 1957, ça c'était une question hors de question pour les Américains et pour les Israéliens que ce régime il va rester. Ils ont tout fait pour se faire sauter ce régime, qu'ils ont pu le faire, mais on ne peut pas, pour les Américains et pour les Israéliens, interdit d'avoir des régimes arabes forts autour d'Israël. Interdit. Et c'est ce qu'ils sont en train de se faire au Liban aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de se faire au Liban, c'est essayer de faire un Liban
soumis comme la Jordanie, comme les Égyptiens, comme les pays tout autour de. Alors, c'est un endroit qui stabilise et déstabilise toute la région, toute la région. Aujourd'hui, quand je parle que la Palestine c'est le centre de la stabilité mondiale, quand on voit les conséquences de ce génocide en cours, aussi, malgré je ne crois pas en Trump, mais aussi les électeurs aussi, ils ont puni les démocrates pour leur politique dans le Proche-Orient. La Grande-Bretagne, c'était la même chose. L'arrivée au pouvoir des nouveaux, là, c'était aussi un réflexe sur la question de ce qui s'est passé dans le Proche-Orient, et c'est la question palestinienne. Dans l'Amérique, dans le sud, dans l'Amérique latine, quand tu vois le Nicaragua et d'autres pays qui sont en train de virer et fermer les ambassades d'Israël, ce qui se passe au Brésil, c'est une question qui touche, vraiment la stabilité politique du monde. Quand on voit, par exemple, avant octobre, avant le génocide, on parlait Ukraine, c'était le sujet mondial depuis quelques années. Une fois la question palestinienne est rentrée dans le contexte, ça fait 13 mois que tu parles que le contexte de la Palestine et de la région. Troisième question, quatrième question, sur la question de la situation inter-israélienne. Alors, moi, là-dessus, on peut parler longtemps sur la situation inter-israélienne. Moi, je vais parler juste avant octobre pour mettre le contexte de ce qui se passe aujourd'hui. Avant octobre, j'en ai parlé un tout petit peu dans le début, qu'il y avait une série de lois qui étaient faites en 2018. L'État-nation et quelques lois qui changent le système juridique aussi israélien. Il y avait toutes ces protestations des gens, des partis politiques qui sont considérés comme des sionistes laïcs contre le pouvoir de Netanyahou et les orthodoxes et les alliés de Netanyahou qui sont considérés comme religieux. Entre 2018 et 2023, c'était ça le cadre. Le cadre que voilà, Netanyahou et ses alliés d'extrême droite, ils sont en train de changer la face interne et la stabilité interne de la situation israélienne. Dans ces manifestations-là, dans ce cadre-là, on a rarement vu des gens qui ont appelé aux droits des Palestiniens. Il y en a quelques-uns et quelques-unes qui sont sortis. Ils étaient vite tabassés, même par les manifestants eux-mêmes. Après le déclenchement d'octobre, ce mouvement inter-israélien sur la question du changement social et économique, il a arrêté. Maintenant, on voit les manifestations qui reviennent. Aujourd'hui, les manifestations qui reviennent aujourd'hui, c'est les manifestants qu'ils appellent à la récupération des otages. Les familles des otages qu'ils ont créé ce mouvement pour récupérer les otages qu'ils appellent à la fin de la guerre. Je ne veux pas être trop naïf non plus. Ils appellent à la fin de la guerre pour récupérer des otages, pas pour les droits des Palestiniens. Ça, c'est pour être clair là-dessus. C'est pas parce que si on imagine deux choses. 1982, quand il y avait l'invasion du Liban, où les forces israéliennes sont arrivées jusqu'à Beyrouth, la deuxième capitale arabe occupée. À l'époque, tu avais 30 000 Israéliens qui sont manifestés contre la guerre. 30 000 manifestants à Tel Aviv contre la guerre, contre l'occupation du Liban. 2021, je veux pas parler maintenant. 2021, quand il y avait la guerre contre les Palestiniens, ou surtout à Gaza en 2021, tu avais 3 000 Israéliens qui ont manifesté contre la guerre. La majorité des Israéliens anti-coloniaux ou qui reconnaissent les droits des Palestiniens, ils sont déjà partis. Ils ne restent plus dans le régime. Ils ne restent plus dans cet État colonial. Moi, je connais plusieurs qui sont arrivés à un niveau qui ne peuvent plus rester. Là, je ne dis pas aujourd'hui, je sais qu'il y a quelques ONG
qui sont pour les droits des Palestiniens, comme B'Tselem ou d'autres, qui sont pour les droits des Palestiniens, mais ça c'est devenu minorité de la minorité de la minorité. Hein. S'il compte 1%, ou 1,5%, on a vraiment de la chance. Là, on est devant on est devant un État, on est devant une société totalement liée à l'idée du sionisme, Netanyahou, il n'est pas au pouvoir depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est dictateur. Non, je suis désolé. Depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou et ses alliés sont élus année après année. Il n'est pas tombé par le ciel, Netanyahou. Il est élu depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Non, il faut reconnaître, on est devant une société raciste, une société qui contribue jour à jour à la colonisation de la Palestine et à la participation directe à l'occupation. Il n'y a pas une ou un qui n'a pas fait l'armée. À partir de l'âge de 18 ans, chacune et chacun, il allait à l'armée, qu'il a participé au fait de l'occupation directement. Ça, il faut le dire et il ne faut pas avoir peur de le dire. Dernière question, la question de l'OLP. Regarde, l'OLP, moi je pense que voilà, la reconstruction, je ne veux pas dire construction, la reconstruction de l'OLP, moi je pense déjà il faut la réconciliation interpalestinienne entre les deux grands partis, le Hamas et le Fatah. La reconnaissance que voilà le processus de paix dans lequel les Palestiniens ils ont marché depuis 30 ans, il a échoué. Je veux pas être aussi naïf de dire que voilà des élections démocrates pour l'OLP, parce que ça va pas marcher, au moins au début, ça va pas marcher. Il faut construire l'OLP avec la participation de tous les partis politiques palestiniens. Ils peuvent avoir un système temporaire pour le démarrage du début, parce que des élections, on va pas dire aux Américains et aux Israéliens, on est en train de mouver un mouvement de libération nationale et on veut que vous nous permettez de faire des élections. Ça va pas marcher comme ça. Mais moi je pense que la participation et le dialogue interpalestinien, d'abord le dialogue interpalestinien, jusqu'à l'arrivée à la participation de tous les partis politiques palestiniens, qui conduit à un groupe de dirigeants palestiniens. Et moi je pense, c'est pour ça aussi que les Israéliens ils bloquent l'idée de l'échange, parce qu'ils savent, les Israéliens ils savent bien que à l'échange avec les otages, la sortie de certains dirigeants palestiniens des prisons israéliennes, il y a cette idée qui attend derrière. Ils savent bien que la participation des prisonniers qui vont sortir, elle va être dans ce cadre-là, et surtout quand on parle de Marwan Barghouti qui avait cette idée-là, qui aussi il a les bonnes relations avec le Hamas, et ça aussi c'est pas caché. Alors je pense que voilà, pour le début, ça sera le dialogue des dirigeants temporaires pour cette OLP, et après on va voir comment ça va se passer. Merci. Bien, merci Salah pour toutes ces réponses. On aurait souhaité évidemment que les échanges puissent durer plus longtemps, mais on a des contraintes horaires par rapport à la salle. Donc, avant que vous ne partiez, 2 ou 3 petites informations. La première, c'est que sur la table, au fond, là, vous pouvez trouver le livre témoignage de Salah, prisonnier de Jérusalem. Et si vous voulez revenir à la tribune avec le livre, il sera un plaisir de vous le dédicacer. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, comme vous l'avez peut-être vu sur certains tracts, le collectif organise la semaine prochaine, samedi, un rassemblement manifestation, comme nous le faisons tous les 15 jours. Le lieu a changé, c'est pour ça qu'on souhaite le souligner. Ce n'est pas comme à l'habitude à l'hôtel de ville, mais à la gare à 15h. Donc samedi prochain, le 16.
Enfin, vous verrez également en sortant une caisse avec marqué dessus MEHAD. MEHAD, c'est un acronyme anglais d'une ONG française pour le coup, mais qui intervient au Moyen-Orient et qui utilise donc la langue anglaise. Une ONG médicale qui a la particularité d'être présente sur évidemment toutes les zones de conflits aigus, puisqu'ils sont présents en Ukraine, en Syrie et au Yémen et en Palestine. Et la particularité de cette ONG, qui est une des dernières d'ailleurs à intervenir à Gaza, et qui développe tout un travail actuellement en Cisjordanie, c'est que non seulement elle intervient sur le plan médical avec toute l'infrastructure que font aussi les autres ONG, mais en plus, c'est une ONG qui fait énormément de formation médicale parce que en zone de guerre, elle s'appuie sur les populations civiles pour les former aux gestes élémentaires liés au traumatisme et aux blessures de guerre. Présente depuis le début de la révolution syrienne, c'est-à-dire depuis 2011 en Syrie, cette ONG, par exemple, qui anime et organise les dernières structures de santé qui existent dans les zones non contrôlées par le gouvernement de Bachar el-Assad, elle a formé 34 000 civils dans ce domaine-là. Et donc, le collectif a décidé d'engager une collecte pour très concrètement favoriser l'action de cette ONG en Cisjordanie et en Palestine. Donc voilà, si vous voulez donner, nous démarrons cette collecte, action de solidarité financière ce soir. Voilà, et une dernière annonce qu'on m'a demandé de faire, c'est de rappeler qu'il y a également, ce n'est pas un sujet concernant la Palestine, mais qu'il y a également un rassemblement le samedi 23 novembre contre les violences sexistes. C'est la journée internationale, comme tous les ans. Et donc le rassemblement sera à 15h devant le magasin Le Printemps. Voilà, merci à tous d'être venus. Et puis, si vous souhaitez acheter le livre de Salah, il est disponible.